le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce dernier numéro de la page internationale au Grand Journal du 14h pour cette semaine. Joyeux week-end en direct depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel pour le Grand Journal. Joël François, Smith Jean-Julien, Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM. À Jacmel, Severodonetsk, capitale de la région de Luhansk, reste l'objectif prioritaire des troupes russes. Moscou prépare sa prise en contrôle en abordant aveuglement la ville. Voici un reportage signé Euronews. Les troupes russes avancent toujours sur le front de l'Est de l'Ukraine. Dans le Donbass, la ville de Severodonetsk est presque entièrement encerclée à présent. C'est l'artillerie lourde qui fait la différence en faveur de Moscou, et Kiev le reconnaît. Les Ukrainiens affirment que les troupes russes contrôlent pratiquement la ville de Liman et ont presque encerclé Severodonetsk, qui fait office de capitale de la province de Lugansk. Jusqu'à 60% des maisons auraient été détruites dans cette localité. Quelques 12 000 personnes se trouvent encore dans la ville et passent une grande partie de la journée dans des abris, dans des conditions très difficiles. Si l'on en croit le ministère russe de la Défense, 550 cibles ukrainiennes ont été atteintes ce jeudi, entraînant la perte de 250 soldats ukrainiens. Mais les bombes russes ont aussi frappé des villes plus lointaines, comme Buzova ou Dnipro, où ce vendredi, une attaque a fait une dizaine de morts dans une installation militaire ukrainienne. Bien que la Russie se soit retirée de plusieurs fronts, les troupes russes temporisent et semblent garder leurs objectifs. Moscou a diffusé des images d'unités militaires en pleine opération de déminage dans la région de Kharkiv, deuxième ville du pays, où les troupes russes ont dû battre en retraite, mais restent à proximité et attendent leur heure. Et là où les obus d'artillerie ne peuvent pas frapper, les missiles à courte et moyenne portée ont pris le relais. Le premier sommet de l'Union africaine sur la crise humanitaire s'est ouvert ce vendredi en Guinée équatoriale. Voici un reportage signé Africa News. La multiplication des conflits armés internes prolongés en passant par les conflits intercommunautaires ou encore les multiples effets du changement climatique, les raisons de la sous-alimentation du continent sont diverses et variées. C'est dans le but de trouver des solutions que les chefs d'État sont réunis à Malabo en Guinée équatoriale pour ce premier sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la crise humanitaire. À ce jour, l'UA a recensé 113 millions d'Africains ayant besoin d'une aide d'urgence, dont 48 millions de réfugiés. Une conférence de donateurs devrait déboucher sur une mobilisation de fonds afin de venir en aide à ces couches vulnérables. Notons que l'Union africaine dépend pour son budget de fonctionnement à près de 75% de ses aides. Aux États-Unis, le premier lobby américain des armes, la National Rifle Association, tient vendredi sa convention annuelle à Houston, secouée par une polémique due au timing de l'événement. 3 jours après la tuerie de 19 écoliers à Uvalde, à quelques heures de route, ce qui a poussé des politiciens et des stars de la musique country à annuler leur venue. Voici un reportage signé France 24. Oui, tout à fait. C'est vrai que le soir même de la fusillade, on a vu un Joe Biden très ému, en colère, s'adresser aux Américains après cette nouvelle fusillade de masse. Mais comme vous le dites, il est aujourd'hui impuissant parce que tout se joue au Congrès et les démocrates n'ont tout simplement pas assez de voix pour qu'une loi passe au Sénat pour un renforcement du contrôle de la vente des armes à feu. Il faut 60 voix au Sénat pour qu'une telle voie passe et les démocrates ont une très courte majorité. Et donc, il y a un vrai blocage aujourd'hui. Par exemple, les démocrates ont déjà fait passer à la Chambre des représentants, où ils sont majoritaires, un projet de loi pour un renforcement des contrôles des antécédents judiciaires avant de pouvoir acheter une
une arme, et cette loi n'arrive toujours pas à passer au Sénat. Donc il y a évidemment beaucoup de frustration aujourd'hui à la Maison-Blanche. D'ailleurs, hier, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a dit on veut essayer de faire plus, on veut faire plus, mais il faut que le Congrès nous aide. Et bien, du côté des Républicains, on le voit, il n'y a aucune réelle volonté politique de faire bouger les choses, puisque beaucoup de Républicains disent que finalement, c'est avant tout un problème de santé mentale, et ils pensent qu'une loi pour restreindre, limiter la vente des armes à feu aux États-Unis, eh bien, ne va pas changer grand-chose. Il y a même, on l'a beaucoup entendu ces derniers jours, des Républicains qui assurent que les instituteurs devraient être armés. Alors, il y a une frustration grandissante, évidemment, dans les organisations qui militent pour un renforcement du contrôle de la vente des armes à feu. Beaucoup disent que le président Biden devrait faire plus, peut-être en passant des décrets. Le problème, c'est que les décrets peuvent être ensuite supprimés par le prochain président. Joe Biden, qui au début de son mandat a tout de même quand même fait passer un décret pour limiter la vente, pour réguler la vente des armes fantômes. Donc on le voit, Joe Biden a vraiment envie de faire plus. D'ailleurs, Joe Biden, pendant toute sa carrière politique, a œuvré pour un plus grand contrôle de la vente des armes à feu. C'est lui qui, lorsqu'il était sénateur en 1994, a réussi à faire interdire aux États-Unis la vente des fusils d'assaut. Mais aux États-Unis, eh bien, les lois expirent à un moment, et cette loi a expiré en 2004. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, depuis 2004, il est très facile finalement aux États-Unis de se procurer des fusils d'assaut, et c'est ce qui exaspère une grande partie des Américains qui veulent vraiment un plus grand contrôle de la vente d'armes. Et finalement, malgré la multiplication des fusillades ces dernières années, ces dernières décennies, ce qu'on observe ces dernières années, c'est que de plus en plus d'États, dont le Texas, eh bien, au contraire, font passer des lois, des réglementations pour rendre plus facile la vente d'armes. En Ukraine, depuis 3 mois, la guerre en Ukraine paralyse les productions, les exportations d'Ukraine et de Russie. Ces deux pays représentent à eux seuls le tiers des exportations mondiales de céréales. La guerre du blé, si est déclarée, suscite spéculations et inquiétudes sur tous les continents. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. Des réserves de céréales ukrainiennes pilonnées par les frappes russes. Comme les installations militaires, ces dépôts sont devenus des cibles prioritaires pour Moscou. Tandis que dans les ports d'Odessa, des millions de tonnes de céréales sont neutralisées à cause du blocus russe de la mer Noire. Le maire de la ville dénonce une asphyxie savamment orchestrée. La tactique est claire et évidente. Ils ne se contentent pas de détruire nos villes et de tuer nos habitants, ils sont en train de provoquer un effondrement économique à Odessa. Toute la logistique étant perturbée. Les dernières frappes ont été effectuées contre les centres logistiques où les marchandises sont transportées par voie terrestre. Selon les autorités ukrainiennes, les Russes auraient volé environ 500 000 tonnes de céréales. Une arme de guerre estimée à plus de 200 millions de dollars. Sur ces images satellites prises dans le port de Sébastopol en Crimée, ces navires russes semblent charger des céréales ukrainiennes, selon la télévision américaine CNN. Hier, Londres a demandé à Moscou de cesser immédiatement ces vols organisés. Les gens du monde entier dépendent de ces céréales pour se nourrir. J'appelle donc la Russie à faire ce qui est juste dans l'esprit de l'humanité et à laisser sortir les céréales de l'Ukraine. Ils doivent arrêter de voler les céréales. Nous voyons que la Russie vole les céréales pour son propre usage. Aujourd'hui, le Kremlin dément et en profite pour demander la levée des sanctions occidentales contre la Russie. Nous n'acceptons catégoriquement pas les accusations occidentales et, au contraire, nous accusons les pays occidentaux d'avoir pris un certain nombre de mesures illégales qui ont conduit à ce blocus. Les Occidentaux devraient plutôt annuler les décisions qui empêchent l'exportation de céréales et des expéditions depuis l'Ukraine. Cette catastrophe alimentaire annoncée met la planète en état d'alerte. En 3 mois, la guerre a bouleversé la production et les exportations de l'Ukraine et de la Russie, d'où provient un tiers du blé mondial. Conséquence, depuis le début de l'année, les prix ont explosé, jusqu'à atteindre 438 € la tonne ce lundi, un record.
La communauté internationale craint le pire pour les pays les plus défavorisés. 25 millions de tonnes de céréales sont actuellement bloquées en Ukraine. Des céréales servant à nourrir des millions de personnes dans le monde, les pays africains et du Moyen-Orient en ont besoin en urgence. Cette situation d'urgence menace des millions de personnes d'insécurité alimentaire, comme le Liban, qui réalise 70% de ses importations de blé avec la Russie et l'Ukraine, 80% pour la Turquie, et même 90% pour l'Égypte. Au sud du Caire, la capitale, ces agriculteurs s'activent pour récolter leurs propres céréales. Nous sommes très touchés par la crise en Ukraine. Les prix du blé ont doublé. Et nous sommes maintenant confrontés à un problème de production de pain. Une mauvaise nouvelle venue de l'Inde pourrait bien aggraver la crise alimentaire. Le pays aux 1,3 milliard d'habitants a décidé d'interdire ses exportations de blé et de restreindre fortement, c'est l'annonce d'hier, ses exportations de sucre. Avant de fermer cette page internationale, zoom sur la guerre. La question qui a été posée sur Onic 24, comment les compétences de la classe politique européenne est en train de ruiner l'avenir de l'Europe. Écoutons un extrait de l'émission. Il va y avoir des pénuries partout, parce que la Russie, par exemple, est un des plus gros exportateurs d'engrais. Bon. Or, les engrais, pour des raisons X, Y ou Z, il y a une pénurie d'engrais qui se profile à l'horizon depuis 2, 3, 4 ans. Oui. Tout le monde a vu arriver. Hein. C'est pas... Ce qui n'est pas sans incidence sur le Sri Lanka. Parce qu'ils n'avaient plus assez d'argent pour s'en payer, du coup les récoltes sont moins bonnes, du coup ils peuvent pas exporter, du coup on rentre dans un cercle vicieux. Voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que on va avoir toute les récoltes agricoles risquent d'être bien moins bonnes que d'habitude, simplement parce que l'engrais n'était pas disponible. Voilà. Surtout pour les pays les plus pauvres. Surtout pour les pays les plus pauvres. Mais alors, il y a des pays pauvres qui produisent, donc eux, ils vont la sauter, si je veux dire. Mais enfin, ils pourront bouffer ce qu'ils ont au moins, mais ils pourront pas exporter. Mais alors, les pays qui produisent pas assez pour se nourrir eux-mêmes, ceux-là, ils vont être dans une situation impossible parce que le prix de... Et on pense à l'Égypte, on pense à... J'ai déjà, parce que je regardais, je sais plus, France 24 ou quelque chose comme ça, il y avait une journaliste tunisienne qui disait qu'il y avait déjà des pénuries alimentaires. Très graves en Tunisie, oui. Très graves en Tunisie, qui sont déjà perceptibles pour la population. Et on est l'été. Donc ça va aller, arrive octobre, novembre, décembre, et ça va commencer à souffrir. Et donc, la première des choses dont il faut se rendre compte, c'est que c'est pas vraiment cette guerre qui a créé ça, mais ça fait des années que, encore une fois, sous la pression des écolos, on a décidé qu'il fallait plus investir dans les usines d'engrais, qu'il fallait plus investir dans les engrais, qu'il fallait plus investir dans les mines de cuivre, qu'il fallait plus investir dans ceci. Donc, ça fait des années qu'on n'investit plus dans le maintien de notre appareil de production, aussi bien agricole qu'industriel. Qu'énergétique. Et donc, c'est maintenant que ça arrive. Et ça va avoir des répercussions terribles sur les pays qui sont le plus à la limite. Mais ça, c'est la vraie question, parce que toutes les grandes dépenses étatiques, toutes les hausses de dépenses étatiques qu'on a depuis 30 ans, en plus, sont allées à des dépenses de fonctionnement. Et à des transferts sociaux. On n'a pas fait d'investissement. On a arrêté, par exemple, le nucléaire. On n'a fait aucun investissement et c'est perceptible dans l'armée, c'est perceptible dans l'éducation, c'est-à-dire que tous les domaines, ou même l'infrastructure de base étatique, la recherche, tous ces points-là n'ont pas fait l'objet de transferts de fonds ou c'est allé complètement dans le c'est qu'on a beaucoup dépensé, par exemple, pour les études sociologiques du CNRS, mais on a assez peu dépensé dans les études scientifiques du CNRS. Donc on a développé toute une série de ce que j'appelle des faux boulots, qui sont des gars qui font des rapports que personne ne lit, sur des sujets qui n'intéressent personne, à la place, je sais pas, d'essayer de trouver de nouvelles molécules pour les engrais ou des choses comme ça. Donc, on a eu des gouvernements depuis des années, gouverner c'est prévoir, qui n'ont rien prévu, qui n'ont fait que distribuer, et qui ne maintenaient pas l'outil qui leur permettait de distribuer ça. Donc, mais surtout, encore une fois, je l'ai déjà dit ici, je le répète, à cause de les mesures pour l'écologie, là,
on a cessé toutes les recherches sur les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, et on a aussi arrêté pour des raisons quasiment religieuses. Et voilà, c'est ainsi que se referme la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Edprod, réalisation Télé Beltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Présentation Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température sur Boston pour ce vendredi. Un long week-end pour nos États-Unis. Lundi, c'est congé. Memorial Weekend. Week-end de la mémoire. Boston, 81 degrés Fahrenheit. 27 degrés Celsius. Bonne température pour un cookout, un barbecue. À Jacmel, 85 degrés Fahrenheit. 29 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.